go, soldiers, draw your swords. Les États-Unis sont à quelques semaines de l'élection présidentielle. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Le pays est au bord du gouffre. Plus que jamais, les Américains cherchent des repères. « 2020 est une année comme je n'en ai jamais vu. » Trump est-il le responsable de tous les maux ou un serviteur de Dieu? Je suis persuadé qu'il fait l'œuvre de Dieu. Certains pensent le contraire. Au pays de la liberté, il a la mentalité d'une hyène. La décision tombera le 3 novembre. Une date qui fait peur à beaucoup de monde. Mais pas à l'influenceuse ultra-conservatrice Isabel Brown. On est à J-43 de l'élection et ça va être super sympa. Il va se passer plein de choses. Shubham Arora est indien. Arrivé clandestinement aux États-Unis il y a 5 ans, il rêve d'ouvrir une station-service. Mais son projet s'annonce compliqué. Le type là-bas, il me demande 14 000 $ de loyer par mois. Une nouvelle fois, un citoyen noir a été pris pour cible par la police. Et comme à chaque fois, des émeutes ont éclaté. Amina Matthews, l'assistante sociale de Chicago, connaît personnellement la victime. Elle exhorte la population à briser le cycle de la violence et à s'exprimer en allant voter. Come on, people, we gotta vote. We gotta vote. We must vote. We must vote or die. Charles Kagan, le pasteur évangélique, aspire au retour de l'ordre et de la discipline. I pray, Lord Jesus, for our president. Father, I pray for protection on his life. Il y a une grande nouvelle cette semaine. I'm going to Walter Reed Hospital. What about our nation, Lord? I hold America up to you, Lord. We weren't made to be a socialist nation. That's what will destroy this land. But damn! Where we the ones got to keep burying ours? And got to keep pleading for you to see us as being human. L'État du Missouri, dans la région du Midwest. Nous sommes fin août. À Harrisonville, une petite ville de 10 000 habitants proche de Kansas City, le pasteur Charles Kagan se prépare à une journée particulièrement chargée. Dans quelques semaines, l'Amérique choisira entre Donald Trump et Joe Biden. Pour moi, la prochaine élection est la plus importante de notre siècle parce que ce sont les principes fondateurs de notre nation qui sont en jeu. À Harrisonville, les supporters de Trump ne se cachent pas. Et ils sont nombreux. Parmi eux, un voisin immédiat de l'église et du presbytère. Je ne supporte pas la haine. Les 4 dernières années ont été une véritable chasse aux sorcières. C'est grotesque. Tout le monde a été contre lui, tout le temps. La seule préoccupation de l'autre camp a été de vouloir le chasser de son poste et de dire aux gens ce qu'ils devaient penser de lui. Il faudrait le détester pour ci ou pour ça. C'est une véritable rébellion. Nous nous rendons chez Charles et Helen Kagan, un couple de religieux qui a fondé sa propre église dans les années 80, l'église baptiste de la Grâce. À leur début, ils célébraient la messe chez eux, dans leur salon. Okay, I messed this up. Uh-oh. It caved in on the side. It was already like... Look at that, I ruined it. Oh, wow, maybe you did. Is that the right one we're supposed to use? Yeah, this is some unique, what, Pampered Chef? Oh. Or something like that. I'm showing you how to open a can. Why don't I do that? I don't know. Okay. It usually takes a couple times around. Charles et Helen sont mariés depuis plus de 30 ans. Ils ont 5 filles. Ce sont toutes des Anna, Hannah, Johanna, Susanna, Anna et Mariana. Charles et Helen votent républicains depuis toujours. Cette fois, ils voteront pour Trump par conviction religieuse. Pour moi, il est une réponse à nos prières.
Il n'est pas pour autant le Messie et loin d'être un homme parfait. Mais je trouve qu'il œuvre plus pour Dieu que pour le diable. Father in heaven, thank you for the privilege of being able to eat. Bless now, I pray this food in Jesus' name. Amen. Le couple Kagan mène une vie pieuse et abstinente. Mais pour Charles, il n'en a pas toujours été ainsi. J'étais alcoolique et toxicomane. À 18 ans, j'ai été arrêté pour possession illégale de stupéfiants. Mes parents ont dû payer ma caution pour que je sorte de prison. Quand la porte de la prison s'est refermée, j'ai compris que je resterais là jusqu'à ce qu'on se décide à me relâcher. Ça m'a fait quelque chose. L'église baptiste de la Grâce, fondée par le couple Kagan, est une église évangélique. Elle interprète la Bible au pied de la lettre. Dieu punit le péché, et Dieu peut parfois exprimer sa colère. Je vais faire mon sermon devant des jeunes dans quelques minutes. Je rassemble quelques réflexions qui les aideront à être de meilleurs élèves et de meilleurs enfants. Mais ces prêches sont plus proches de l'éducation scolaire que du sermon religieux. Ici, beaucoup d'enfants ne sont pas scolarisés. L'enseignement leur est prodigué par leurs parents et par le pasteur Kagan. Chicago. La métropole au bord du lac Michigan vient de connaître son mois le plus meurtrier depuis 28 ans. En juillet 2020, 105 personnes ont été assassinées. C'est 2 fois plus qu'en juillet de l'année précédente. T'énerve pas, Amina, t'énerve pas. Amina Matthews vit dans le South Side, le quartier le plus sensible de Chicago. Elle tente de soutenir les gens de son quartier livrés à la misère et à l'absence de perspective. Récemment, un fait divers s'est produit dans la ville voisine de Kenosha. Un nouveau cas de violence policière aveugle et gratuite. Le drame s'est produit lors de l'arrestation de Jacob Blake, un citoyen noir. Un policier lui a tiré dans le dos à 7 reprises. Pour moi, c'est un acte diabolique, le mal à l'état pur. La ville de Kenosha est située sur les rives du lac Michigan, à 1 heure de voiture de Chicago. Jacob Blake, qui a été grièvement blessé par la police, est un proche d'Amina. Jacob Blake est le neveu de Justin Blake, un monsieur qui m'a beaucoup aidé lorsque j'ai voulu me présenter au Congrès la première fois. Jacob est son neveu. C'est comme s'il faisait partie de ma famille. À Kenosha, l'événement a donné lieu à des émeutes et des violences. L'état d'urgence a été décrété. J'essaie de me rendre là-bas, mais je suis en retard. Je ne sais pas à quelle heure j'arriverai. Mais je tiens à y aller et voir comment je peux apporter mon soutien aux habitants de ce quartier dans une manifestation pacifique. J'en ai marre des chauffards. Je suis seulement sur Pulaski, putain, à hauteur de la 63e rue. Jamais de la vie, j'arriverai à l'heure. La ville de Cumming, en Géorgie, 1000 km au sud de Chicago. C'est ici que vit Shubham Arora. À 26 ans, le jeune Indien espère enfin réaliser son rêve, ouvrir sa propre station-service. Shubham est arrivé aux États-Unis illégalement il y a 5 ans. Je vais m'établir à mon compte et passer à la vitesse supérieure. Ça fait 5 ans que je rame. J'ai fait tous les boulots imaginables. Serveur, vendeur, chauffeur de taxi à New York. Il a quitté son pays natal à l'âge de 19 ans. En Inde, les perspectives d'emploi se font de plus en plus rares.
Alors qu'ici, si vous cherchez un boulot, vous avez l'embarras du choix. Sa situation aux États-Unis n'est toujours pas régularisée. Il a malgré tout le droit de travailler et il veut devenir son propre patron. Quand j'ai commencé à travailler dans une station-service, j'ai compris que c'était le genre de commerce fait pour moi et que je pouvais faire mieux. Vous entrez dans la station-service, vous regardez quelle est sa taille et l'importance des stocks. Vous évaluez si vous pouvez vous permettre de l'acheter, puis vous allez parler à la personne à la caisse. Et si le propriétaire n'est pas là, vous pouvez laisser votre numéro. S'il est intéressé pour mettre la station en gérance, il vous appellera, sinon il ne le fera pas. Pendant que Shubham rêve d'ascension sociale, les habitants de Clairton, en Pennsylvanie, essaient de surmonter la crise de ces derniers mois. Les difficultés de Clairton ne datent pas du coronavirus. Pour Richard Lattanzi, le maire de la ville, cette année 2020 est particulièrement éprouvante. 2020 est une année comme je n'en ai jamais vu, même quand j'étais enfant. Il y avait peut-être d'autres types de virus, mais rien de cette ampleur. Rien qui paralyse complètement le pays comme ça. À cause du confinement, beaucoup de gens ont été licenciés et ont perdu leur emploi. Clairton vit de l'industrie du charbon et de l'acier. Mais avec le coronavirus, l'activité s'est fortement réduite. L'acierie était le principal fournisseur d'emplois de la région, mais elle a licencié un grand nombre d'employés, dont Richard. La ville compte 6 000 habitants. 2 personnes sont décédées du Covid-19. Richard fait partie des personnes à risque. Je ne veux pas tout ramener à ma personne, mais j'ai eu 2 cancers au cours des 18 derniers mois. J'ai combattu les 2 avec 6 mois de chimio. Mon système immunitaire est assez faible. Je peux attraper ce virus et en mourir si mes anticorps ne peuvent pas lutter. C'est donc bien une question de vie ou de mort pour certains. Pour l'instant, je croise les doigts, mais on ne peut pas savoir ce que l'avenir nous réserve. Actuellement, Richard essaie de passer le plus de temps possible avec ses petits-enfants. Comme d'autres, il a beaucoup de mal à digérer les événements qui ont frappé les États-Unis au cours des mois passés. Franchement, on vit des moments vraiment étranges en ce moment. J'espère que les choses vont s'arranger parce qu'on ne veut pas la guerre, mais la paix. Je veux que mes enfants puissent voyager et découvrir le monde. Mais surtout, je veux qu'ils soient en sécurité et qu'ils apprécient la liberté que leur offre l'Amérique, qu'ils comprennent que la vie est un cadeau précieux. La mairie est actuellement fermée à cause du coronavirus. Mais aujourd'hui, Richard fait une exception. Il va célébrer un mariage. Le futur marié lui a demandé de l'aide. Du fait de la crise sanitaire, il n'a trouvé aucun lieu prêt à accueillir son mariage. Je m'appelle Chris Johnson, j'ai vécu à Clairton toute ma vie. Je suis actuellement dans l'armée de l'air et je me marie ici demain. Je suis très impatient. Je fais en sorte que ton mariage ait lieu parce que je suis fier que tu sois engagé dans l'armée. Je suis très heureux pour toi et ta femme. Je serais ravi de vous appeler Monsieur et Madame Christopher Johnson. Après, c'est à vous d'écrire l'histoire. Oui, monsieur, on va faire ça. Félicitations. Merci. Alors, c'est l'enterrement de vie de garçon? Des stripteaseuses, peut-être? Ben... Allez, quoi? Il faut bien que je m'amuse un peu, sinon je ne fais que bosser. Et si on sortait, toi et moi? Marc, tu viens avec nous? Malgré les difficultés et les embûches, Clairton essaie tant bien que mal de retrouver un semblant de normalité. Columbus, dans l'Ohio. Un état clé pour la conquête de la Maison-Blanche. À 8 semaines de l'élection, les candidats sont au coude à coude. Chaque voix est âprement disputée.
Aujourd'hui, la ville attend un groupe déterminé à faire pencher la balance de son côté. Le bus de Vote Common Good fait étape à Columbus. Depuis plusieurs mois, le pasteur évangélique Doug Pagitt et ses amis font campagne contre Donald Trump. La chose primordiale qui ressort des sondages, c'est que les électeurs croyants sont en train de se détourner de Donald Trump pour deux raisons: son manque de gentillesse et son incompétence. Mais même en sachant que les électeurs croyants l'estiment incapable, en particulier dans sa gestion du coronavirus, on ne doit pas relâcher nos efforts, ne serait-ce qu'une minute. Il faut continuer jusqu'au bout. Doug et ses compagnons avaient prévu de sillonner le pays durant toute l'année pour convaincre le plus de croyants possible de voter contre Trump. Mais le coronavirus les a contraints à faire une pause. À présent, leur tournée peut reprendre. Les gens ont perdu l'habitude de sortir de chez eux. Certains se sentent très mal à l'aise au milieu d'un groupe. On organise des manifestations de 100 personnes maximum, mais ça n'empêche pas les gens d'être stressés à l'idée de sortir. Si ça se trouve, personne ne va venir. Effectivement, il n'y a pas foule. Mais de toute manière, les grands rassemblements sont interdits. And with all of us, we got a solid 20. Yeah. So good. Brady Ross, un jeune étudiant, fait partie de l'équipe. Il est issu d'une famille où tout le monde vote pour Trump. Notre famille a toujours été divisée sur la politique, déjà bien avant l'arrivée de Donald Trump. Les membres de ma famille qui sont pro-Trump ne sont pas des personnes immorales. Ils sont simplement effrayés par le discours des gens qu'ils choisissent d'écouter. Sans compter certains désaccords de fond. J'aimerais bien en parler avec eux, mais je suis aussi pour la paix des familles. Un peu en tout cas. Le degré d'accablement et de colère entre les habitants de notre pays est tel que ça me préoccupe beaucoup. Ce sont des sentiments que je ressens parfois à mon encontre, mais que je sens aussi monter en moi. Je me demande si la situation actuelle ressemble à celle des années 60, pendant le mouvement des droits civiques, quand les tensions étaient tellement fortes. À moins qu'on soit proche des années 1860. À la veille de la guerre de sécession, quand les Américains s'apprêtaient à entrer en guerre contre leurs propres compatriotes. Doug craint de voir le pays tomber dans une situation qui échapperait à tout contrôle. Une angoisse partagée par un grand nombre d'Américains, notamment par Amina Matthews. En ce moment, le sentiment qui m'anime, c'est l'angoisse. Je suis pétrie d'angoisse. Je suis en colère à cause des derniers événements qui se sont passés ici et à travers tout le pays. Et je suis exaspérée par le président des États-Unis. J'ai très peur pour notre jeunesse et je suis inquiète de la situation dont elle va hériter. Je me demande bien ce qui va se passer dans les 6 prochains mois. Tu es où? C'est bien l'aéroport de Kenosha, ça, oui. Oui, on vient de passer devant. Amina est nerveuse. À Kenosha, plusieurs émeutes ont déjà dégénéré. L'État du Wisconsin autorise l'open carry, c'est-à-dire le fait de porter une arme non dissimulée. Certains se rendent donc aux manifestations avec des armes chargées. On a vu un jeune homme de 17 ans venir dans cette ville et tuer 2 habitants. C'était censé être une manifestation pacifique. Il fallait s'y attendre. Plusieurs centaines de personnes manifestent pour rendre hommage à Jacob Blake,
le citoyen noir blessé par la police. We are 13.6% of the total population of this country. We suffer and still suffer because there's two justice systems. Le même pays, mais un autre monde. Nous retournons à Harrisonville, dans le Missouri. Ici, la population est majoritairement blanche et conservatrice. Charles Kagan accueille un groupe d'écoliers dans son église. D'habitude, ses enfants suivent l'école à la maison avec leurs parents. Et pour cette première séance, le pasteur a choisi de leur faire un cours de morale. Chaque enfant doit entendre la parole de Dieu. En plus de leur formation scolaire, il faut leur inculquer des valeurs morales. C'est là où beaucoup d'écoles publiques échouent. Elles n'inculquent pas les bonnes valeurs à nos enfants. Et c'est pour cette raison que le pays dérape complètement dans de nombreux domaines en ce moment. Tous ces enfants suivent l'école à domicile. Aux États-Unis, environ 2 millions d'enfants et d'adolescents ne vont pas à l'école, mais reçoivent un enseignement de leurs parents, le plus souvent pour des motivations religieuses. On voit bien que les choses changent dans le système scolaire public. On y enseigne des valeurs auxquelles on ne croit plus. À l'école publique, ils peuvent parfois présenter des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord. Ici, on enseigne aux enfants des valeurs auxquelles nous croyons. Pour ses parents, la tolérance envers l'homosexualité et la théorie de l'évolution sont des notions dangereuses qu'ils rejettent sans équivoque. Il est hors de question d'avoir un enseignant qui dise aux enfants qu'ils peuvent choisir leur sexe ou en changer, qu'ils peuvent avoir des relations de type bisexuel et que tout ça est normal. Je ne permettrai à personne d'avoir une telle influence sur mes gamins. Si les profs veulent enseigner ça à leurs enfants, grand bien leur face, mais pas aux miens. Pour ce premier cours, le pasteur Kagan a choisi d'aborder la question de l'obéissance. Obedience means to surrender, to say, I yield to you, Mom and Dad. I believe you're the ones who know what's best for me. Learning to listen. Phoenix, dans l'Arizona. Isabelle Brown, l'influenceuse pro-Trump, vit ici depuis plusieurs mois. Et pour elle aussi, la campagne électorale est bien lancée. On a un live sur notre site. Il faut que je le poste sur Instagram. Ces derniers mois, le coronavirus, les émeutes et la crise économique ont durement frappé les États-Unis. Pour Isabelle Brown, en revanche, l'année 2020 est celle de toutes les réussites. 2020 has just been so full of blessings from across the board, and I think it's just been really cool in 2020 to see how many new opportunities keep coming up for me, and I really can't wait to see all the things that are still to come. Après son diplôme de fin d'études universitaires, Isabelle a décroché un poste bien payé de chargée de relations publiques au sein de l'organisation étudiante Turning Point USA, un tournant pour les États-Unis. Pour elle, Trump conserve toutes ses chances. Le président a su créer une très belle dynamique. En 2016, les gens avaient peur de dire qu'ils étaient conservateurs, et encore plus qu'ils avaient voté pour le président Trump. Mais sa victoire a encouragé les conservateurs. Ils mettent désormais plus d'énergie à défendre leurs valeurs. Et s'il est réélu, leur engagement s'en trouvera renforcé. J'espère que ça se traduira par plus de travail pour moi. Son rêve, décrocher un emploi à la Maison-Blanche. Mais pour cela, il faut que Trump remporte l'élection du 3 novembre. Isabelle est ambitieuse. Elle vivra aujourd'hui le deuxième temps fort de sa jeune carrière, une interview à la chaîne Fox News. I have some filming today. I have to work on some Instagram stuff.
My Fox News hit is at 3:30 in the morning, so gotta get ready for that, do some research, but it'll be fun. Who gives me pets? Yes. Well, miss you. No, I'm feeding you twice a day now. En Géorgie, Shubham Arora fait la tournée des stations-service. Et faute d'avoir les moyens d'en acquérir une, il a choisi de louer. Le type, là, il me demande 14 000 $ de loyer par mois. C'est 3 fois plus cher que le prix du marché. Donc j'ai refusé. Tu n'as qu'à me le dire que tu ne veux pas louer ta station-service. Ce n'est pas la peine d'inventer des prétextes et de dire que le loyer coûtera tant et tant. Mais pour louer une station-service, Shubham doit verser une caution à son propriétaire. Ces dernières années, il a travaillé en tant que chauffeur à New York, mais il a dû renoncer à cet emploi à cause du coronavirus. Il espère que la gestion d'une station-service lui permettra de gagner plus d'argent. Le coronavirus m'a confirmé que ma décision était la bonne. Le marché des stations-service ne peut pas s'effondrer. Le point négatif, c'est qu'il y a beaucoup d'acheteurs, mais que les vendeurs se font rares parce qu'ils savent que leur affaire vaut cher en cette période d'épidémie. L'avantage du virus, c'est qu'il m'a permis de comprendre qu'une telle entreprise sera toujours bénéficiaire, quelle que soit la conjoncture. Il a d'ores et déjà trouvé la station-service de ses rêves. Car les pompes à essence ne font pas tout. Les plus gros bénéfices viennent des services annexes. Vous avez vu? Il y a aussi une station de lavage de voitures. C'est mon rêve. L'emplacement de la station est parfait. Et si vous allez à l'intérieur, vous verrez qu'il y a même une supérette. Après le lavage de la voiture, on peut passer l'aspirateur. C'est le genre de station-service que je veux. J'ai parlé au propriétaire, je lui ai laissé mon numéro, il était sympa. Il m'a rappelé, il m'a dit qu'il était musulman et qu'il venait du Pakistan. Mais ici, aux États-Unis, on est tous pareils. Vous avez vu le nombre de places de parking pour les clients ici? C'est une grande station-service. Les pompes à diesel sont de ce côté. Ça fait combien en tout? 18 pompes, je crois. Kenosha, dans le Wisconsin. À 10 semaines de l'élection, les manifestants rêvent d'un monde sans racisme. Des membres de la famille de Jacob Blake, l'homme grièvement blessé de 7 balles dans le dos au moment de son arrestation, ont été invités à prendre la parole. Amina Matthews s'exprimera également. I love my black men, just as they are black, just like that. Just like that. L'heure est grave. En plus de la pandémie, on ne voit que la colère, la rage et les coups de feu. On n'a jamais utilisé autant d'armes à feu dans ce pays. La colère et les armes. Amina aimerait convaincre les manifestants qu'une issue pacifique reste possible. Mais sur scène, les propos sont de plus en plus virulents. I know we sitting around here and we praying for peace. I know that some of us want to do some forgiving, but justice, y'all, comes before forgiveness. If you kill one of ours, it's time for us to kill one of yours. I know everybody don't want to hear that.
Amina Matthews fait partie de celles et ceux qui prônent les actions non violentes. Pour elle, les représailles ne sont pas une solution. Chaque groupe ethnique a toujours fait des commentaires sur les autres groupes ethniques. On peut appeler ça un sujet délicat, mais en fait, c'est du racisme. Ce que je veux dire, c'est qu'on est tous des êtres humains. Peu importe ce que vous pensez de moi en tant que noir, ou ce que vos grands-parents d'une autre ethnie pensent des Noirs. On reste tous des êtres humains. But damn! Why we the ones got to keep burying ours? And got to keep pleading for you to see us as being human? Y'all stay fast. We got a sister that wants to speak to y'all. Please welcome Sister Amina Matthews. Hey, peace and blessings, you guys. Peace and freedom. How's everybody doing this afternoon? It's been a lot going on in Wisconsin, in Kenosha, in our nation. L'homme à côté d'elle tient une épée, mais Amina veut prêcher la paix. À Harrisonville, où le pasteur Charles Kagan a fondé son église, les émeutes comme celle de Kenosha n'existent pas. J'aime les Noirs. Je suis de leur côté et j'abhorre ce que les Blancs ont fait aux Noirs dans le passé. Mais le passé est le passé. Nous avons maintenant une nation qui peut être unie. Si nous suivons ces lois et ces principes. What does it mean to obey? Yes, ma'am? It means to do what you're told. If you learn to obey your parents, it's going to be the best life that you could ever have on this planet. This is great. Our soldiers, draw your swords. Let's do Exodus 20, verse 12. Dig! Le pasteur a inventé un jeu pour que ses élèves mémorisent certains passages de la Bible. Le vainqueur est celle ou celui qui trouvera en premier un extrait donné. It's a long dig. For a conversation is in heaven. Oh. That is not correct. Go, 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 go. Even a child is known by his doings, whether his work be pure and whether it be right. Ding, ding, ding. Got it. Good job, son. All right. Get a blessing. Okay, well then, why don't we stand together and let's read it together. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. And ye father... Oh, I don't want to read that one. We stop at verse 3, okay? It says, ye fathers, provoke not your children to wrath. Let's pray and let's ask the Lord to speak to our hearts here this morning. So I'm asking, Father, that you would put an obedient spirit upon every one of these young people, and they would delight in doing your will. À Kenosha, la manifestation se poursuit. Il ne s'agit pas de prêcher l'obéissance, mais de changer le système. Pour l'assistante sociale Amina Matthews, cela passe obligatoirement par un changement de président. What I need you all to understand is, look at what has been done the last 4 years. What has been done? Not a damn thing for us, and especially not for the population that I'm looking at right in front of me. We know what we have gotten, the fear that has been incited into our community, you guys. The hidden racism, it's not hidden anymore. But what will happen for immediate relief? You guys got to get out, get off your ass, and not be afraid to vote. It does matter. Come on, people, we got to vote. We got to vote. We must vote. We must vote or die. Please, you guys, vote for the other. Yeah. Vote for the other. Vote for the other, man. We must vote. Joseph.
Pour Amina, si la condition des citoyens noirs ne s'améliore pas aux États-Unis, c'est avant tout de la faute de Donald Trump. Au pays de la liberté, il a la mentalité d'une hyène. Et c'est en train de détruire les différentes communautés de notre pays. Une personne après l'autre, et c'est bien son intention. Il est sans cœur. Et j'ai peur que ce type de folie et de comportement ne se propage à d'autres personnes. Que tout ça ait une influence sur leur façon de penser. Donald Trump se rend à Kenosha 2 jours après cette manifestation. Il s'entretient avec l'équipe municipale et avec plusieurs commerçants dont les magasins ont été pillés. En revanche, il ne rencontre pas la famille de Jacob Blake. À Clairton, le maire Richard Lattanzi se prépare pour son seul rendez-vous de la journée. Aujourd'hui, il célèbre un mariage. So come up to the door right here. And Mom, can I bring your purse up for you? Please, yes. Okay, and I'll set it right at the first, right by a chair, okay? All right, listen. I'll cue her to play the song, and then you do the thing, okay? I do, by the authority invested in me, by the Commonwealth of Pennsylvania, pronounce that this is now husband and wife, and let no one else put asunder to those who have been joined together before God and this company. You may kiss the bride. Ladies and gentlemen, I now give you Mr. and Mrs. Christopher Johnston. L'Amérique en 2020, c'est aussi ce mariage entre une noire et un blanc, malgré la folie qui s'abat sur le pays. À Clairton, les problèmes sont nombreux. 1/3 de la population vit dans la pauvreté. Le taux de toxicomanie est élevé et ces derniers mois, de nombreux habitants ont acheté des armes à feu. Je suis également président du comité démocrate à Clairton. Je procède au dépouillement des bulletins de vote après l'élection. Avant que Trump ne se présente, on n'avait peut-être que 200 ou 300 républicains en ville. Une fois qu'il s'est présenté, les gens se sont inscrits en masse. Ils sont 1200 à présent. Quand je rencontre ces gens en ville, j'ai envie d'engager la conversation avec eux. Ils ont du mal à vous regarder dans les yeux. Je leur demande qui ils soutiennent, et là, je me dis qu'ils votent pour Trump. Mais tous ne se cachent pas. Devant chez lui, Richard Lattanzi croise un passant coiffé d'une casquette pro-Trump. Pourquoi les habitants d'une ville pauvre et démocrate comme Clairton votent-ils Trump? La réponse est souvent la même, par lassitude. Honestly, I don't think the Democrats really care about it either. They just say they care about it during their campaign so people vote for them and nothing happens after that. Richard Lattanzi n'est pas un supporter de Trump. Mais il sait qu'il a été élu maire pour les mêmes raisons que Trump a été élu président. La ville de Clairton allait mal financièrement et on avait beaucoup de problèmes. Les gens en avaient assez des professionnels de la politique. C'est comme ça que j'ai été élu. Pour Trump, c'est pareil. Il est arrivé sans lien avec la politique et sans avoir fait carrière dans ce monde-là. Il roulait pour lui seul. Mais vous avez besoin de collecter des fonds pour mener une campagne. Quand vous prenez cet argent, vous devez rendre des comptes à ceux qui vous ont aidé, une fois que vous devenez président. Comme Trump a tout fait tout seul, il ne doit rien à personne. Quand je me suis présenté à la mairie, mon père et mon oncle m'ont dit « Si tu as besoin d'argent, on t'aidera pour que tu puisses rester indépendant. Je ne dois rien à personne et je dors très bien la nuit. » Spring City, dans l'Utah, à l'ouest des États-Unis. Environ 60% des habitants de l'État sont mormons.
Ils votent traditionnellement pour les républicains. En 2016, Donald Trump a remporté cet État haut la main et selon toute vraisemblance, l'Utah devrait à nouveau voter pour lui cette année. Pourtant, Allison et Chris Anderson, comme leurs amis, sont de plus en plus choqués par le président américain. Quand il dit, par exemple, « Il faut arrêter de faire des tests, comme ça on aura moins de cas », rien que cette phrase. Je ne veux pas être représenté par quelqu'un qui dit de telles inepties. Je ne mets pas tout sur le dos de Trump, même si c'est tentant de le faire. Quand on voit la manière de penser de certaines personnes, et puis quand il se met à proférer des insultes... Oui, c'est quoi ces manières? Il donne des surnoms désobligeants à ses adversaires. Si n'importe qui d'autre avait traité Elizabeth Warren de Pocahontas, il aurait été disqualifié de la campagne. Beaucoup de gens sont effarés par ça. Je trouve que ça nous rabaisse tous. Nous tous, oui. Et pas seulement les gens qui l'insultent. Les Amérindiens aussi. Notre tolérance à son égard, ça nous rabaisse aussi. Mais certains prédisent toujours qu'il va l'emporter. Alors qui sait? Il surnomme Biden Joe l'endormi. Et Biden a riposté en le traitant de gazouilleur en chef. Ah oui? Elle est bonne celle-là. Allison, Chris et leurs amis s'inquiètent de ce qui se passera au lendemain de l'élection. Les gens vont-ils accepter le résultat? Va-t-il y avoir une insurrection ou des émeutes? J'ai parlé avec le chef de la police locale et il s'inquiète de la situation qu'il aura à gérer. D'un côté comme de l'autre, les déceptions seront énormes. Toute sa vie, Chris a été fidèle au Parti républicain. Cette fois, il a décidé de voter pour Joe Biden. À Columbus, dans l'Ohio, le pasteur Doug Pagitt tente de convaincre les quelques personnes qui se sont déplacées de voter Biden. We're not just trying to be mean to old Donald Trump. We're not running around trying to convince people that you should think badly about Donald Trump. Look, you watch the man, you see the man, you hear the man, you read the man. He does all the work for you. He's like a self-cleaning oven. We don't have to convince you that he's unfit for office. We're here not to tell you he's bad. We're here to remind you that you know what good is. Now look, Joe Biden's not a perfect candidate. We don't need a perfect candidate. And the president's not going to solve all of our problems. But the president shouldn't be the problem. Mais Doug est inquiet, lui aussi. Selon lui, la situation au lendemain du 3 novembre pourrait devenir dangereuse, surtout en cas de victoire de Biden. Je ne crois pas que les nationalistes et suprémacistes blancs et tous ceux qui sont dorlotés par Donald Trump accepteront sa défaite. J'ai peur qu'ils ne prennent les armes contre le peuple de notre pays. Et ils sont nombreux. On les a vus ces dernières semaines descendre dans les rues à l'arrière de camions comme s'ils étaient une milice autoproclamée. Je les considère comme des terroristes particulièrement dangereux. J'ai peur de voir un soulèvement armé du terrorisme nationaliste blanc après l'élection du 3 novembre. Doug Pagitt continuera à parcourir le pays en bus jusqu'au dernier jour. Environ un tiers des Américains sont évangéliques comme lui. Mais la majorité d'entre eux votent Trump. Hey guys, it is 2:46 a.m. very early Arizona time, and I'm getting ready to do an interview on Fox Business, which is national cable news. Isabelle Brown sillonne également le pays, mais en avion. Elle enchaîne les rendez-vous et elle a même l'occasion d'approcher la famille de Trump. I am in Los Angeles today for a really big, exciting meeting. This morning we are hosting Don Jr., the son of the President of the United States. I'm so excited to hear from them, sort of a state of the campaign update. Joe Biden called Donald Trump xenophobic for closing off travel to China and Europe. Plus l'élection approche, plus les célébrités politiques se bousculent dans l'agenda d'Isabelle.
J'adore être en campagne. C'est le moment idéal pour nos concitoyens de réfléchir à leurs propres convictions et à leurs valeurs, pour décider à quel candidat ils donneront leur voix. On est super mobilisés. La frénésie ne fait que monter alors qu'on est seulement à J-43. Ça va être super sympa. Plusieurs manifestations vont être organisées et je vais donner plein d'interviews. En tout cas, je n'aurai pas le temps de m'ennuyer. Isabelle est résolument optimiste pour les semaines à venir. Mais dans quelques jours, un fait nouveau va changer la donne et bouleverser totalement la fin de la campagne électorale. À Harrisonville, Charles Kagan est inquiet. Il reste quelques semaines avant le scrutin et le pasteur craint que les États-Unis ne deviennent socialistes. Pour empêcher cela, il implore l'aide de Dieu. What about our nation, Lord? I hold America up to you. Lord, you established this nation to be a God-fearing nation. You established it, and the Constitution clearly indicates it was based upon biblical principles. And we weren't made to be a nation that's to be a socialist, communist nation. And it wasn't socialism and communism that made America great. That's what will destroy this land. God, help our folks. Help the people in America to wake up to that. Je pense que le président Trump va gagner. Les démocrates n'accepteront pas sa victoire et ils vont mettre le pays à feu et à sang. Ils vont allumer des feux de forêt, incendier des bâtiments. Le chaos risque de durer un certain temps. À ce stade, personne ne sait encore que Trump sera prochainement testé positif au Covid-19. Le pasteur Kagan prie néanmoins pour son président. And I pray, Lord Jesus, for our president, that you'd keep him safe and give him wisdom. Protect him. I know there's people who would give anything to assassinate our president. Father, I pray for protection on his life. La grande nouvelle cette semaine, c'est que le président des États-Unis, le président Trump et la première dame ont été testés positifs au Covid-19. I'm going to Walter Reed Hospital. I think I'm doing very well, but we're going to make sure that things work out. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai d'abord prié pour le président et la première dame, pour qu'ils se remettent de ce virus rapidement sans trop de symptômes graves. Je suis ravie de voir le soutien au président continuer à grandir, même si lui et la première dame sont atteints du Covid-19. À un mois du scrutin, les conséquences de l'infection de Trump sur l'élection restent difficiles à mesurer. Mais en cas de défaite, Isabelle devra renoncer à son rêve d'obtenir un emploi à la Maison-Blanche. Shubham Arora a eu de bonnes nouvelles. Il s'intéresse peu aux événements politiques qui agitent le pays et se concentre totalement sur son objectif personnel. Après avoir visité plus d'une centaine de stations-service, j'ai trouvé un type qui en possède 20 ou 25. Je lui ai proposé d'investir la moitié de ce que j'ai et de devenir le gérant d'une de ces stations. Seul inconvénient, Shubham devra déménager une fois de plus. La station-service est à 2 heures d'ici, mais elle en vaut la peine. Elle fait plus de 350 mètres carrés. Vous voyez, vous n'avez qu'un virage à prendre pour quitter la route principale et vous êtes tout de suite dans la station-service. Vous faites le plein, vous achetez ce qu'il vous faut et vous ressortez tout aussi facilement. C'est le critère le plus important pour les clients. Ils ne veulent pas avoir à quitter la route pour faire le plein d'essence. Le rêve américain. Pour Shubham, venu d'un village pauvre de l'Inde, le mythe semble vouloir devenir réalité, malgré les bouleversements politiques. Mon rêve est en train de se réaliser. Après toutes ces années de galère, je suis sur le point de réussir. Je suis très content, mais pas autant que lorsque je vois mes parents.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Shubham a découvert un nouveau passe-temps et il meurt d'envie de nous le montrer. Pourquoi tirer sur cette partie? Je ne veux pas regarder les jambes. Si je les regarde, je serai tenté de tirer dans leur direction. Vous savez, j'ai besoin d'un pistolet pour la protection de la station-service. Il faut tirer dans cette zone, et pas plus haut, parce que sinon, on va tuer la personne. J'essaie de tirer sur les bras ou sous la poitrine. Si quelqu'un vous veut du mal, il ne faut pas le blesser plus que de raison. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner sur ce genre de cible. Son nouvel associé lui a recommandé d'avoir en permanence une arme à feu à portée de main quand il tient la caisse de sa station-service. Car on ne sait jamais. À la veille d'une élection décisive, l'Amérique oscille entre douceur de vivre et la peur du vide. Les petites villes font face à leurs défis. Illusions perdues et espoir de renouveau. Sur Internet, la campagne électorale tourne à la guerre culturelle. Et dans le South Side, un potager a vu le jour. On a des pois gourmands, des tomates, des poivrons, des piments. Les États-Unis en 2020. Le rêve commun est brisé. La fièvre s'est emparée d'un pays divisé et désenchanté. Keep riding it. Nice job. Nice. Here's a little one. You gotta keep riding it. Big swing. For a 3-year-old, you're the best I know. Oh.